Bonjour à tous, bienvenue dans l'émission À votre santé. Je suis ravi de vous revoir. Nous sommes le lundi 19 janvier 2026. Et à ceux qui nous rejoignent pour la première fois depuis le Nouvel An, je souhaite une santé merveilleuse et pleine de belles surprises. Haut les cœurs, accrochez-vous, je ne crois pas trop m'avancer en vous disant que ça va tanguer cette année. Car comme vous pouvez le constater de vous-même, à moins de vivre dans une grotte au fin fond du Kazakhstan, les informations, les rebondissements en tout genre s'accélèrent. Entre le Groenland convoité par Trump, le Mercosur, l'Iran, le Forum économique mondial qui avance ses pions, les scandales de type pièce jaune. Petit rappel, pendant que son mari bousille les hôpitaux, Madame Macron détourne 2 millions en dons pièce jaune pour une de ses bonnes copines. Tout ça au point parfois de nous faire oublier les scandales sanitaires des années précédentes et de faire passer au second plan la loi fin de vie qui doit être examinée au Sénat ce mardi 20 janvier 2026. À tort. D'abord parce que maintenant, concernant ce qui a été nommé vaccin Covid, il faut absolument trouver des pistes et des solutions pour toutes les personnes subissant les effets secondaires de ces injections qui existent, quoi qu'en disent les télétoubibs. Ensuite, parce que la médecine a été mise à mal dans cette situation. Elle a été prise en otage consentant par le politique. Alors, regagner la confiance des Français, ça ne sera pas une mince affaire. Quand toute une corporation, ou presque, a accepté le masque pour tous, le rester chez vous et le Doliprane comme seul traitement, n'a pas osé soigner avec des molécules anciennes réprouvées par les autorités sanitaires, tout cela sans broncher, sous peine de risquer des sanctions disciplinaires de la part notamment des conseils ordinaux. Et troisièmement, parce que les attaques contre une médecine indépendante, bienveillante, ne sont pas terminées. La loi sur l'euthanasie et le suicide assisté ne risque-t-elle pas de transformer les soignants en exécuteurs de bouches inutiles? Pour rappel, c'est aujourd'hui que commencent les universités de la vie organisées par l'association Alliance Vita. Il y a sûrement une antenne près de chez vous, renseignez-vous. Alors, fin de la médecine ou renouveau de la santé? Confiance retrouvée ou définitivement perdue? L'euthanasie est-elle un soin? Une dignité? Quid du rôle des conseils ordinaux dans l'indépendance de la profession médicale? Ça fait beaucoup de sujets et on va aller en discuter ce jour avec notre invité, le docteur Franck Zieger, que j'accueille tout de suite. Bienvenue à toi, Franck. Bien, bonjour, belle présentation. Merci, Franck. Alors, les amis, si vous êtes sur X, vous le connaissez forcément. Il a récemment affolé l'algorithme Wargon après la saillie de ce dernier, médecin urgentiste de son état, qui a proposé en direct sur un média subventionné que les personnes grippées et non vaccinées ne devraient pas être admises dans les hôpitaux, ce qui est contraire au code de déontologie et même au serment d'Hippocrate. On a vu par la suite des personnes plus ou moins bien informées, mais aussi beaucoup de gentils niais vouloir prendre sa défense pour des motifs plus que douteux, mais là n'est pas le sujet, passons. Comme Franck et moi-même espérons que la médecine n'a pas dit son dernier mot, mais doit retrouver ses lettres de noblesse, comme nous sommes plus nombreux qu'on ne le pense, eh bien, nous prenons notre bâton de pèlerin pour creuser des pistes, proposer des idées, changer radicalement les choses et, par là même, ouvrir notre gueule. Et tout d'abord, se rappeler que le médecin est au service du patient et non pas au service d'un État, d'un gouvernement, d'un laboratoire pharmaceutique, d'une administration qui n'a même pas nos grilles de lecture et qui ne sait pas ce que c'est que de passer des nuits de garde, des heures au chevet d'un malade ou même simplement de passer du temps à recueillir un consentement libre et éclairé avant toute thérapeutique. Voilà beaucoup de sujets. On va en parler immédiatement avec notre ami Franck. Et je vais te laisser, si tu veux bien, Franck, continuer cette présentation, parce que je sais que tu as d'autres étiquettes que médecin. Effectivement. Donc, certes, médecin et médecin depuis longtemps, mais comment dire, à côté de ça, je suis auteur, effectivement, j'ai écrit plusieurs livres et également arbitre de football le dimanche, ce qui me permet effectivement d'être confronté à plein de situations différentes. La question qui se pose aujourd'hui, c'est comment évolue notre médecine et effectivement, où est-ce qu'on va? Moi, je l'ai vu s'instaurer petit à petit, effectivement. Au départ, la médecine, quand j'ai commencé, c'était assez simple. Il y avait le médecin, le patient, un colloque singulier et le médecin essayait de trouver la meilleure solution pour son patient, point barre. Le patient payait sa consultation, il était remboursé par la Sécu et on avait le meilleur système au monde. Et puis petit à petit, on a vu effectivement s'installer de plus en plus d'étatisme. Moi, quand je me suis installé comme médecin de ville, j'avais un tiers de paperasse et 2 tiers de documentation médicale dans mon bureau.
Et quand j'ai arrêté la médecine de ville, j'étais exactement à l'inverse. Il y avait 2 tiers de paperasse et 1 tiers de documentation médicale. Et qu'en l'espace de 20 ans, on a vu une administration énorme se mettre en place, nous bouffer notre temps et faire que finalement le temps consacré aux patients est de moins en moins important. Et je crois que les patients s'en rendent compte, puisqu'effectivement, il suffit de lire un petit peu les blogs et de s'intéresser. Les patients n'y retrouvent pas leur compte, puisque le médecin leur consacre de moins en moins de temps. Une médecine qui ne consacre pas du temps à son patient, mais qu'on consacre du temps à l'administratif, n'est évidemment pas une médecine qui va aller vers plus d'humanité. Alors, tu as écrit plusieurs livres, dont le dernier récemment qui s'appelle Covid-19, résistance virale, les chroniques censurées d'un médecin de terrain. Alors, ça va être intéressant parce que c'est tout un recueil de tes posts sur X et qui vont avoir l'office de mémoire finalement. C'est exactement ça. En fait, j'écrivais sur LinkedIn parce qu'à l'époque, j'étais sur LinkedIn. Et donc, quand a commencé la folie Covid, moi, j'étais médecin de base avec mes réflexes de médecin et franchement, gérer une épidémie, ça me posait pas plus de problèmes que ça. Surtout que à l'époque, je travaillais dans un établissement où il y avait un petit infirmier dont je me souviens très bien, je dirai pas son nom parce que je vais pas demander d'autorisation, et qui avait connu les Ebola. Et donc arrive la Covid et lui, il était tout le temps souriant. Donc, quand on a connu Ebola, votre Covid, vous êtes bien gentil, mais c'était assez rigolo. Donc, j'ai écrit, et puis petit à petit, j'ai vu la censure se mettre en place. Alors, notamment, on n'a pas le droit de mettre vaccin. Donc, dès qu'on écrivait vaccin, on était censuré. Donc, il fallait mettre j'ai été bipé, j'ai bipé. Donc, c'était assez étonnant. La censure sur la Suède, puisque la Suède, à l'époque, avait une autre politique et donc il était interdit d'en parler. Et puis, jusqu'à la fin, où ils ont carrément fermé mon compte. Basta, on n'en parle plus. Et donc, j'ai tout sauvegardé. Et du coup, j'ai fait un recueil puisque je n'avais plus le droit de communiquer sur ce compte-là. Donc, mais alors, il y a des messages qui sont perdus. Non, j'ai réussi à récupérer les 80-90%. Parce que je suis mode ancien, je conserve beaucoup. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que, encore une fois, le livre, c'est pas la priorité, mais le fait qu'il y ait un recueil de ce qui s'est passé au jour le jour, au fil du temps, quand on regarde tout ça, on se dit que c'était quand même complètement délirant, quoi. On nous a fait passer des vessies pour des lanternes, on nous a... Moi, à l'époque, j'ai revu le film qui s'appelle Dr. Knock. Dr. Knock, au départ, c'est une comédie dans les années, c'était avec Jouvet, je crois que c'était dans les années 50, où effectivement, le médecin, pour augmenter son activité et ses revenus, crée des malades chez des gens qui se plaignent de rien. Il y a des malades asymptomatiques. Exactement. Il y a des scènes fameuses où peut-être que vous ne le savez pas, moi je sais que vous êtes malade, et c'est exactement ce qu'on a fait pendant la Covid. C'est-à-dire qu'on a quand même créé des tests à des gens qui se portaient bien et qui ressortaient du test en merde, j'ai la maladie, quoi. Et on a réussi à faire du Dr. Knock, et à l'époque j'avais revu ce film. J'invite tout le monde à le regarder, la version originale. C'est exactement ce qu'on a vécu pendant la Covid. Ou relire alors maintenant, le temps a passé. Renard. Pardon ? Ou relire le livre éponyme. Oui, qui est effectivement, c'est encore plus simple. C'est Romain, c'est Jules Romain, je crois, c'est ça. Ouais. Donc le temps a passé, on peut commencer à parler plus facilement de ce qui s'est passé, parce qu'à l'époque, c'était vraiment à risque et dangereux. Hein. Combien de collègues, malheureusement, ont été suspendus, ont été sanctionnés, ont perdu leur travail parce qu'ils disaient simplement des choses qu'on avait appris à la faculté. Donc, moi, je suis passé entre les gouttes. Faut dire que sur le terrain, on n'était pas nombreux, donc ils n'avaient peut-être pas envie de se passer de moi. Mais aujourd'hui, on peut en parler plus facilement. Donc, je pense que tout à l'heure, on va voir une vidéo où effectivement, on voit comment on a incité à la vaccination dans un service hospitalier. Et il est intéressant maintenant à froid de regarder ce qui s'est passé, de se rendre compte de toutes les atteintes à la déontologie, toutes les atteintes qui font que la médecine peut soigner les gens, parce que si on perd nos bases, on ne peut pas soigner les gens. Et c'est intéressant et indispensable de faire le point sur ce qui s'est passé à l'époque, parce qu'on ne pourra pas progresser si on ne fait pas le point. À un moment, il va falloir effectivement mettre tout ça sur la table, dire voilà, on a déconné, il y a eu plein de conneries, mais si on veut mettre ça sous le tapis, ça ne marchera jamais. Alors, on va le faire tout de suite. S'il est possible de passer la vidéo correspondante, ça serait bien, parce qu'on va pouvoir aborder le premier sujet, qui est celui du consentement éclairé. Alors, ça se passe dans un hôpital parisien, avec un médecin que vous reconnaîtrez. J'hésite parce qu'avec mon poids, j'ai peur, donc j'ai mal des genoux et tout. J'ai peur que si je prends le vaccin, tout de suite, je risque d'avoir une thrombose. Donc, moi, ça me fait travailler d'abord. Je vais le faire, mais pas pour le moment. Mais il ne faut pas qu'on me pousse.
Bon, si on me force, finalement, je serai réticente. Mais le mieux, c'est de me laisser faire mon choix au moment venu. On vous a demandé dans l'équipe de vous faire vacciner? Oui, on a demandé, bon, même le chef m'a demandé de me faire vacciner. J'ai dit oui, je réfléchis encore. Pour lui, parce que je suis vaccinée, il ne sait pas que je ne suis pas encore fait vacciner. Ah, d'accord. Si je le dis maintenant, il va tomber dernier fois. Vous voyez? On lui dit? On le dit. Bon, on y va. Mathias, à ton avis, est-ce que je me suis déjà fait vacciner ou pas? Non, tu n'es pas fait vacciner? Oui ou non? T'es vacciné ou pas? C'est la question que je te pose. Il tombe donné parce que chaque fois, il me dit Lydienne, allez descendre, tu vas te faire vacciner. Mais non, je ne me suis pas encore fait vacciner. Encore? Ah, vous voyez, il tombe donné. Peut-être que tu Bien, eh ben on va y aller maintenant. Tu vois, c'est du harcèlement finalement des chefs de service. Non, mais c'est idiot de se faire vacciner. C'est pour ça que j'ai dit, bon, le moment venu, pour le moment, je réfléchis encore. Le moment venu, je vais me faire vacciner. Encore de quoi? Pour la thrombose. Mais il n'y a pas de thrombose, c'est du Pfizer. Pfizer, Ouais. il y a pas, c'est pas ça, hein. C'est l'autre, c'était l'AstraZeneca, les thromboses. Et puis Et c'était, Pfizer, les combien de Pfizer, c'est quoi? il n'y en a pas, ça donne un syndrome grippal. Tout le monde est vacciné là, tout le monde. Je ne me suis pas vaccinée contre la grippe, je ne me suis pas vaccinée contre n'importe quoi, mais ce vaccin, je ne connais que Dadam DF. Mais tu le connais parce que les autres, tu les connais. Et attends, t'as fait vacciner tes enfants contre la rougeole. Il y a plus de 3 milliards de personnes qui ont le vaccin. C'est connu maintenant, tu vois, c'est pas de l'expérimentation. 3 milliards de personnes. Même si c'est suffisant, je réfléchis encore. Et tu vas réfléchir à quoi? Parce que la situation, elle va pas changer. Le risque que tu as, c'est un, d'attraper le Covid. Et ça peut être pas mal grave. Et le risque, c'est aussi de l'attraper et de leur passer à un patient. Si tu as une des vieilles dames, que tu reçois ici, tu peux leur donner le Covid. Mais quand même pas possible. Mais non, tu prends tes précautions, ça marche pas forcément. Ça marche, tu sais bien que ça marche pas forcément. On peut faire gaffe, on peut ne pas faire gaffe. Il y a toujours un risque. Et puis, dans la population, tu peux aussi attraper le Covid et faire un variant. Ça se multiplie chez les gens et ça fait des variants. Quelles sont les informations qui font qu'ils inquiètent, qui pensent que, qui contrebalancent ce que nous on dit ici? Ça t'amène à tout. Moi, je pose une question. Est-ce que Rien, aucune. Je fais la sérologie. Si je vois que j'ai pas d'anticorps, je me fais vacciner. Ok. Oui, mais ça descend. Lundi, on a la réponse, et mardi, je fais vacciner, c'est moi qui te pique. Non. Ah, il n'y a plus le son. Il manque le son. Ouvre ton micro, Doc. On a juste, c'est extraordinaire. On a beaucoup de choses dans cette vidéo. Hein. Il n'y a pas de thrombose, c'est du Pfizer. Est-ce qu'il y a des effets secondaires du Pfizer? Non, il n'y en a pas. C'est pas d'expérimentation. Il y a plus de 3 milliards de personnes qui l'ont reçu. On a plusieurs soucis. Hein. Il y a d'abord, bien sûr, il y a le consentement éclairé. Il y a le secret médical, parce que là, tout le monde crie partout dans la salle qu'elle n'est pas vaccinée. Il y a de la dissimulation des effets secondaires qui existent, qui sont déjà répertoriés, qui étaient déjà répertoriés très rapidement par la NSM. Et il y a du harcèlement aussi, non? Ah, complètement. Ce qui est impressionnant, c'est une vidéo typique de ce qu'il ne faut pas faire. Ah ben, c'est exactement ce qu'il ne faut plus refaire, en tout cas. Quand on voit effectivement qui dit mais le Pfizer, tu peux y aller, mais le même avait conseillé Astra et il reconnaît que Astra a fait des thromboses. Donc, le gars a fait du pressing sur un vaccin qui a été toxique. Et ensuite, il dit non, mais l'autre, il n'est pas toxique. Enfin, c'est pas possible. On peut pas parler aux gens comme ça. Et cette aide-soignante, elle est pleine de bon sens, en fait. Elle propose même à un moment de faire une sérologie. Je vous rappelle qu'à l'époque, vous aviez une sérologie qui montrait que vous aviez des anticorps. Ça n'avait pas de valeur. Hein. Il fallait quand même se faire vacciner. Il y avait un schéma de Véran qui montrait une contamination plus un vaccin, c'est bien. 2 vaccins, c'est bien. Enfin, c'était du grand n'importe quoi. On a complètement quitté le domaine de la médecine pour rentrer dans un domaine de dogme et qui était sous-jacent avec de la politique sous-jacente et des contrats opaques. Eh ben, il faut vraiment qu'on fasse le point sur tout ça pour que ça ne se reproduise jamais. Cette vidéo, c'est tout ce qu'il faut pas faire, hein, tout ce qu'il faut pas faire. Je vous rappelle que là-bas, c'est quand même le libre consentement à un soin. La personne dit clairement qu'elle ne veut pas. Elle ne veut pas, point. Ensuite, elle parle de harcèlement. Oui, c'est du harcèlement.
Le secret médical, il est complètement aux oubliettes. Allez hop, t'es vacciné, toi t'es pas vacciné. On est où là? Vous imaginez moi j'ai connu l'époque du sida. Vous imaginez si dans les salles de service on balançait, toi t'es HIV, toi t'es pas HIV, mais on est où là? Moi, je fais aussi souvent un parallèle dans les années SIDA. Moi, j'étais interne dans un hôpital en banlieue parisienne. On avait été tellement bien à l'époque. Le corps médical avait été tellement bien. On n'avait pas lâché les gens. On avait respecté le secret. On avait renoncé. Il y avait des extrémistes qui, à l'époque, vous parlaient de sidéens qu'il fallait montrer avec une étoile sur le torse. Et toute la société avait dit non, c'est hors de question, on ne le fera pas. On a protégé tout le monde. Dans les établissements, moi j'étais dans un établissement, mais tous les établissements faisaient, on cherchait des solutions, on essayait des molécules, on n'attendait pas d'avoir des autorités de tel ou tel laboratoire. On a vraiment fait le boulot. Et on se rend compte que 20, 30 ans après, tout ce qui avait été merveilleux a complètement disparu. Et la vraie question, c'est pourquoi? Parce qu'on y était, on était bon. Pourquoi est-ce qu'on est tombé si bas? Et ça, si on ne se pose pas la question, évidemment, on ne trouvera pas les solutions. Alors, on va rester sur ce personnage qu'on a vu ici. Tu as récemment porté plainte contre lui, le docteur Mathias Wargo, auprès du Conseil départemental de l'ordre du 93. Est-ce que tu peux nous rappeler un petit peu les raisons et où est-ce que ça en est de cette plainte? Parce que ça doit bien embarrasser nos chers collègues qui siègent au Conseil de l'ordre. Oui, parce qu'elle a été vraiment beaucoup reprise. Ce qui se passe, c'est que dans un média qui s'appelle sur BFM, il dit effectivement que l'hôpital est surchargé. On ne dit pas le contraire. Moi, je fais partie d'un mouvement politique, on a des solutions. Donc, l'hôpital est surchargé, ok. Et il dit, si ça continue comme ça, il faut que les gens se vaccinent. Et sous-entendu, s'ils ne se vaccinent pas, et à un moment, il dit, s'ils ne se vaccinent pas, on ne les prendra plus. Et donc, la journaliste dit, mais c'est pas possible, on peut pas faire ça. Il dit, oui, mais c'est comme ça et pas autrement. Grosso modo, je synthétise. Donc là, moi, je porte plainte parce qu'effectivement, on est sur de la discrimination. Il n'y a pas d'autre mot. Quand on refuse quelqu'un sur un critère de santé, c'est de la discrimination. Il aurait dit, je les prends pas parce qu'ils sont noirs, arabes, jaunes. Ça aurait été tout autant scandaleux. Donc, la santé est un critère de discrimination. Donc, je porte plainte au Conseil de l'ordre. Je communique sur les réseaux que je porte plainte et là donc c'est une étincelle et ça fait un incendie puisque une députée européenne, le député du département, des chefs de partis politiques et énormément de citoyens relaient la plainte, soutiennent ou portent plainte par eux-mêmes et on arrive à des chiffres qui étaient à plus de 500 il y a 15 jours, un mois, donc je pense qu'on doit être peut-être même à 1 millier de plaintes. Ce qui traduit quoi? Ça traduit que cette médecine autoritaire qui dit c'est comme ça et pas autrement parce que moi je sais que et vous savez pas, les gens en ont ras-le-bol. Et si on continue comme ça, on perdra toute confiance. Et quand on perd la confiance en médecine, on peut plus soigner les gens. Et alors, comment est-ce qu'ils se défendent ça? Parce qu'on suppose qu'ils ne se laissent pas faire. Alors, la meilleure des défenses, si j'avais un conseil à donner à ce monsieur, c'est que la meilleure défense aurait été de dire je suis fatigué, mes pensées, ma parole ont largement dépassé mes pensées, et il est hors de question effectivement de réduire l'accès à l'hôpital sur des critères de santé. Mais non. Il est ensuite passé sur RTL et sur RTL, il a dit qu'il était pour l'obligation vaccinale, donc il persiste. Il veut effectivement que les gens soient obligés. Et ça, c'est un problème on fait pas de la médecine pour obliger les gens. Moi, ça fait 40 ans que je fais de la médecine, j'ai jamais obligé les gens à soigner. Je leur propose, on discute, et puis ils disposent, c'est leur santé, c'est pas la mienne. Ou alors, vous m'autorisez, si je sors dans la rue, que je vois quelqu'un en train de fumer, de lui arracher sa cigarette parce que je sais que c'est pas bon. Quand je vais manger au restaurant avec les collègues, s'ils prennent trop de gras, vous m'autorisez à jeter leur assiette parce que c'est pas bon. On est où là? Le médecin n'est pas tout puissant à dire c'est moi qui sais et vous devez m'obliger. Ça n'a jamais été la médecine. Puis de toute façon, ça marche pas parce que dans ces cas-là, les gens échappent à l'obligation par des systèmes. Donc l'obligation, c'est niette. Et j'ai l'impression qu'on est effectivement face à deux mondes. Un monde de médecins qui veulent, parce que peu parlent, mais je pense qu'on reste majoritaire, qui veulent s'occuper des patients, rien d'autre. Et c'est très bien comme ça. Et puis un monde de médecins qui ont des visées totalitaires. Alors peut-être que les études de médecine nous font croire qu'on est des grands dieux et qu'on a le pouvoir de vie et de mort, mais c'est pas vrai.
Mais ces gens-là, effectivement, ont une haute estime d'eux-mêmes et pensent qu'ils savent mieux que les autres. Combien de fois dans les débats, j'entends oui, mais eux, ils savent pas, alors que moi, je sais. Mais bon sang de bois, vous savez, sur un bureau, donc quand vous êtes dans un entretien médical, il y a le médecin d'un côté du bureau et puis il y a le patient de l'autre. Donc le médecin a ses connaissances, hein, j'en doute pas une seconde. Mais dénier que le patient de l'autre côté n'a pas connaissance de son corps, c'est quand même assez incroyable de dire ça. Le patient a une connaissance de son corps. Quand un patient vous dit ce médicament il ne me réussit pas, c'est pas la peine de lui prouver par A plus B que les études sont bonnes. Si ça lui réussit pas, ça lui réussit pas. Il a une perception de lui-même qui est aussi importante que nos études faites dans des conditions on pourra discuter, parce que les études qu'on nous présente aujourd'hui, tout le monde sait que les revues scientifiques ne sont plus ce qu'elles étaient, hein. Donc l'obligation en médecine, c'est évidemment non. Et pour continuer, pourquoi c'est non? Parce que l'obligation en médecine, ça veut dire qu'effectivement, quand vous mettez une obligation, que ce soit en médecine ou ailleurs, il y a forcément des sanctions pour les contrevenants. C'est comme ça que ça marche, hein. Vous mettez une obligation, il y a des gens qui ne respectent pas, vous devez les punir, hein. Donc, on a vu ce que ça donnait au niveau de la santé. C'est-à-dire que le professionnel de santé qui ne se soumet pas à l'obligation, on l'exclut, on le vire. On a fait ça pendant la Covid, avec effectivement les suspendus sans aucun droit. Comme si effectivement, en période d'épidémie, vous avez déjà vu en période d'épidémie un pays qui dit je vais me passer de mes soignants. C'est un truc extraordinaire. C'est pour ça que c'est bien d'en reparler régulièrement. On était en période d'épidémie, il fallait soigner les gens. Le gouvernement, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est passé de soignants. C'est fort de café quand même. Il a fermé des lits. Pardon? Il a fermé des lits. Et à fermer des lits. Si personne ne comprend qu'il y a autre chose que de la médecine là-dedans, c'est à désespérer. Donc les sanctions sur les soignants, on les connaît, c'est se priver de soignants. La population appréciera. Et puis il y a les sanctions sur les citoyens. Donc je suis citoyen, je ne veux pas parce que je considère que c'est pas adapté à ma situation. Et là on va inventer des sanctions. Donc les sanctions qui sont actuellement proposées par ce genre de personnes, c'est on vous refuse l'accès aux soins. Paf. Et c'est effectivement, et on revient à 5-6 ans, où effectivement, il y a eu des cas où effectivement les gens n'avaient pas accès aux soins parce qu'ils n'avaient pas leur passe sanitaire. Non, c'est pas, on fait pas médecine pour ça. Moi, dans ma carrière, j'ai travaillé 10 ans à la maison d'arrêt de la santé. Je peux vous assurer que j'ai soigné excusez-moi pour le mot, des beaux salauds, des gens qui franchement n'étaient pas estimables et qui n'étaient pas fréquentables. Jamais, je me suis posé la question, est-ce que je les soigne ou pas? Un médecin n'est pas là pour ça. Toi, tu es médecin des EHPAD, Franck, et je voudrais savoir comment tu as analysé dans l'immédiat et puis sur le coup et puis maintenant avec le recul, ce qui se passait dans les EHPAD en général et qu'est-ce qui éventuellement distinguait l'établissement où tu travailles des autres. Les EHPAD, on dit les EHPAD, on généralise. Les EHPAD, faut comprendre que ce sont des toutes petites structures. Les EHPAD, c'est un directeur, un médecin coordinateur, une infirmière coordinatrice, grosso modo 2 infirmières. On est sur quand on fait nos CODIR, on est sur 5-6 personnes. C'est tout petit. Donc, il faut comprendre que les EHPAD, dans leur globalité, ça n'existe pas en fait. Donc, moi, je sais qu'il y a eu des EHPAD où je suis passé après, où ça a été une catastrophe, parce que les confinements, c'était pas bon, parce que les soins n'étaient pas là. Il y a eu beaucoup d'abandon sur le terrain, hein. Les gens ont eu tellement peur, parce que créer la peur, c'est aussi que, moi je sais que dans mon établissement, un jour, il n'y avait plus personne. Donc j'étais tout seul, j'ai pris le chariot de médicaments, j'ai été faire le circuit des médicaments pour les résidents parce que plus personne, tout le monde s'était barré, peur de choper la maladie, alors que ceux qui sont en danger, c'était les résidents, c'était pas les professionnels. Donc les EHPAD, c'est difficile de généraliser. Moi, je suis très fier de travailler en EHPAD parce qu'effectivement, je prends des gens qui ont une dépendance, qui ont besoin d'être aidés, et on leur apporte effectivement toute l'aide dont ils ont besoin avec le maximum d'humanité et en respectant toute leur liberté. Moi, j'ai des résidents, là, je suis dans mon établissement, qui sortent à la boulangerie, qui reviennent, qui ont leur verre de vin à midi. J'ai une dame qui a sa bouteille de whisky et qui prend son petit whisky le soir, et c'est nous qui lui servons parce que ça lui fait plaisir. Ils vont fumer dans le jardin sans aucun problème, et on respecte parfaitement. Maintenant, je suis lucide. Je sais aussi que dans d'autres établissements, c'est pas comme ça. Il faut aussi aller au bout du truc, c'est que l'EHPAD, c'est le dernier domicile. Donc, effectivement, c'est là où on meurt. Donc, moi, encore une fois, je suis très satisfait de ce qui se passe dans mon établissement parce que les gens meurent chez nous. Ils ne meurent pas à l'hôpital.
j'ai fait mon rapport d'activité de l'année dernière, on est à 80% de gens qui meurent chez nous, c'est-à-dire qu'on les accompagne jusqu'au bout, et finir sa vie à l'hôpital dans un couloir, c'est l'exception. Je sais que ce n'est pas la règle, mais c'est ce qu'on arrive à faire quand on y met un peu de bonne volonté. Ça veut dire accompagner les équipes, les former, et pour ça, il faut déjà comprendre un truc, c'est que la mort, c'est la finitude, et que la mort fait partie du soin. On accompagne les gens jusqu'au bout, et on ne les tue pas, on les accompagne. Alors justement, l'accompagnement jusqu'au bout, ça me ramène à un sujet suivant, qui est celui de la loi fin de vie, qui doit passer au Sénat demain. Je voudrais prendre juste le temps de lire quelques extraits d'une tribune de la conférence des évêques de France, qui a été publiée dans le quotidien La Croix, le jeudi 15 janvier 2026. Donc c'est tout frais. Ça a dû leur faire drôle à La Croix de publier cette tribune. Je cite. Dans les prochains jours, le Sénat examinera une proposition de loi instituant un droit à l'aide à mourir. Ce débat engage notre société dans ce qu'elle a de plus intime et de plus grave, la manière dont elle accompagne ses membres les plus vulnérables jusqu'au terme de leur vie. Nous, évêques de France, voulons redire notre profond respect pour les personnes confrontées à la fin de vie, à la maladie grave ou incurable, à la souffrance et à la peur de dépendre des autres. L'Église a une longue expérience d'accompagnement des malades ou des personnes en situation de handicap, des aidants, des soignants, des aumôniers d'hôpitaux ou d'EHPAD, et nous entendons l'angoisse de celles et ceux qui redoutent la douleur, la solitude ou la perte de maîtrise. C'est un passage sur les soins palliatifs. Les soins palliatifs sont l'unique et bonne réponse aux situations éprouvantes de la fin de vie. Et nous exprimons ici notre reconnaissance aux élus qui, par leur vote, soutiennent l'actuelle proposition de loi pour l'égal accès de tous à l'accompagnement et aux soins palliatifs. Beaucoup de soignants engagés dans cette voie témoignent que la prise en considération de la personne en fin de vie ou malade, dans sa dimension physique mais aussi psychologique, relationnelle et, le cas échéant, spirituelle, telle que le proposent les soins palliatifs, entraîne quasiment toujours chez les patients en fin de vie la disparition des demandes à mourir. Car même derrière une demande de mort, c'est souvent le désir de vivre qui se dit. Dès lors, une question s'impose, pourquoi une nouvelle loi? Si l'on, entre guillemets, meurt mal en France, comme on l'entend parfois, ce n'est pas parce que l'administration d'une substance létale aux patients n'est pas encore autorisée, mais parce que la loi existante est insuffisamment appliquée et que l'accès aux soins palliatifs demeure très inégal sur le territoire. Légaliser l'euthanasie ou le suicide assisté changerait profondément la nature de notre pacte social. Derrière les mots qui se veulent rassurants se cache une réalité que le langage tend à dissimuler. Présenter l'euthanasie et le suicide assisté comme des actes de soins brouille gravement les repères éthiques. On détourne les mots de leur véritable sens pour mieux anesthésier les consciences. Ce brouillage n'est jamais neutre. On ne prend pas soin de la vie en donnant la mort. Nous croyons, là c'est la fin, nous croyons qu'une société grandit non pas lorsqu'elle propose la mort comme solution, mais bien lorsqu'elle se mobilise pour accompagner la fragilité et protéger la vie jusqu'au bout. Le chemin est exigeant, certes, mais c'est le seul qui soit véritablement humain, digne et fraternel. Vous pouvez retrouver cette tribune dans le journal La Croix et éventuellement peut-être sur le site de la Conférence des évêques de France. Je voudrais te laisser réagir là-dessus. Ah ben, presque tout est dit. C'est une question de vivre ensemble. On ne peut pas vivre ensemble avec quelqu'un qui peut à tout moment décider de votre sort et de votre mort. Moi, je dirais que dans le domaine du soin, le premier, c'est la confiance. Comment regarder un soignant avec la confiance si vous savez qu'il peut mettre fin à votre vie? On regarde un soignant, on sait que de toute façon il vous tuera pas parce que il fait pas ce métier pour ça. Si demain on dit il peut vous tuer, waouh, ça va être chaud quand on va nous regarder. Hein. Arriver avec la blouse blanche et une aiguille entre une seringue dans les mains, on va se poser des questions. Donc déjà la confiance. Si on perd la confiance, on peut plus soigner. Je l'ai dit tout à l'heure et je le redis. Hein. Ensuite, il ne faut pas croire que les intérêts sont partagés. Moi, je travaille en EHPAD depuis maintenant 10 ans, et puis donc j'ai fait de la médecine de ville avant. Ne croyez pas, je ne généralise pas, hein, ne croyez pas que les familles sont toutes bien intentionnées envers leurs anciens. Hein.
combien de situations où la famille est demandeuse qu'on arrête parce que ça coûte cher, hein. Donc, on va se retrouver dans un système où effectivement, il y aura des demandes économiques, aussi bien de ceux qui payent que de ceux qui coûtent et qui culpabiliseront de coûter. Je me souviens d'une dame qui disait, moi, je veux pas coûter de l'argent à mes enfants. Le jour où ça va pas, arrêter parce que je ne veux pas être un coût pour mes enfants. Donc, on va se retrouver avec des gens qui vont culpabiliser, des gens qui sont les entre guillemets, ce n'est évidemment pas ce que je pense, les inutiles. On va les culpabiliser encore plus d'être inutiles et on va leur dire, mais vous savez, il y a une solution pour ne plus être inutile, ben, c'est mettre fin à vos jours. Waouh, c'est une société dont je ne rêve absolument pas, qui a existé à une époque sombre et j'ai pas vraiment envie de revenir à cette époque-là. Donc, la notion de s'autoriser à tuer, c'est niette. Et par contre, qu'il y ait des cas particuliers et des cas difficiles en fin de vie, oui, je le sais, j'y suis confronté. Dans mon établissement, il y a à peu près 1 à 1,5 décès par mois. Il y a 110 résidents, donc allez, entre 15 et 20 fois par an, moi j'accompagne des gens qui meurent. Et donc, sur les 15-20 fois, il y a toujours un cas qui est un petit peu particulier. Quand on y consacre du temps, quand on a des équipes bien formées, on y arrive toujours, toujours. Donc, donnez-nous les moyens d'accompagner et ça se passera très bien. Il y a aussi des problèmes dans cette loi, Franck, je voudrais ton avis là-dessus, c'est qu'on parle aussi non pas seulement de fin de vie comme on l'entend, c'est-à-dire le grand âge, mais aussi concernant les maladies incurables. Or, les maladies incurables sont légion partout dans le monde, ne serait-ce que le diabète, dès lors qu'on a besoin d'insuline, dès lors qu'on a besoin de multiples traitements antidiabétiques, ça devient une maladie qui n'est pas curable, elle est simplement chronicisée et gérée par les médicaments, mais on ne peut pas la guérir. Il y a d'autres pathologies dont on pourrait entendre comme ceci, comme les insuffisances cardiaques ou les insuffisances respiratoires. Les gens ne sont pas forcément au bout de leur vie, mais leur maladie est incurable. Or, ils sont visés par ce genre de proposition de loi. Dès que vous ouvrez la porte, une fois que vous avez entrouvert la porte, il n'y a plus de limite. À partir du moment où vous avez accepté, après, vous trouverez toujours des théologiens qui vous expliqueront que oui, mais ce cas-là est justifié, ce cas-là est justifié, ce cas-là est justifié. Là, je suis en train de me bagarrer sur une dame qui a 100 ans, qui est effectivement très fatiguée. Elle a quelques douleurs parce qu'elle a des tassements vertébraux. La famille aimerait bien qu'on arrête un petit peu tout ça, quoi. Et donc je me retrouve avec une ordonnance qui dit prescription anticipée 6 dyspnées. Donc la dame, elle est pas essoufflée, elle est simplement fatiguée, elle a quelques douleurs lombaires. Donc prescription anticipée 6 dyspnées, c'est service de soins palliatifs, morphine 10 mg, injectée, donc et possibilité de refaire un bolus 30 minutes après si persistance de la dyspnée. C'est-à-dire que cette dame, moi j'ai été la voir, je lui ai dit, est-ce que vous voulez qu'on poursuive les soins par rapport à votre douleur? Elle me dit oui, bien sûr. Elle n'a absolument pas envie de mourir. Si demain, elle avait la malencontreuse idée d'être un petit peu essoufflée, il y a déjà ce qu'il faut pour l'achever. La morphine, si vous êtes essoufflé, c'est létal. Vous lisez le Vidal, c'est contre-indiqué. Donc, j'ai une ordonnance là qui dit, si cette dame est un petit peu essoufflée, on stoppe. Alors que la dame, elle dit non. Si on ouvre cette porte, si on permet effectivement à des gens de mettre fin à vos jours, c'est une catastrophe. La société, elle doit pas donner l'autorisation de tuer, en aucun cas. Alors, est-ce qu'il va y avoir une clause de conscience par des médecins et des soignants? Ils veulent l'enlever. D'après ce que j'ai compris, c'est effectivement quelque chose qui les gêne, parce qu'un soignant qui a fait le choix de cette profession ne l'a pas fait pour tuer les gens. Donc, si effectivement il y a une clause de conscience, ça veut dire qu'il y aura des brigades qui viendront remplacer ceux qui ne veulent pas. Franchement, on va où là? Moi j'ai connu le Rivotril quand ils nous ont envoyé des demandes pour faire des stocks de Rivotril parce qu'on en aurait besoin. Ce papier, je l'ai jeté à la poubelle. Il était inacceptable, inenvisageable que je fasse des stocks de Rivotril. Et pourtant ils l'ont utilisé. Et donc si on ouvre la porte, si on donne l'autorisation, puisqu'à l'époque ils avaient permis l'usage du Rivotril, on se rend compte que certains l'utilisent. Donc, il ne faut pas ouvrir cette porte. Cette porte, elle doit rester fermée et bien fermée. On voit aussi les dérives qui existent dans certains pays où l'euthanasie est déjà légalisée depuis très longtemps, comme au Canada où ils ont proposé que ça soit qu'on euthanasie les personnes qui n'ont plus de ressources, plus de moyens, qui sont dans la rue. En Belgique où ça a été proposé aussi pour des enfants ou des personnes mentalement défaillantes.
Est-ce que tu crains que ce genre de dérive pourrait arriver avec cette loi en France? Vous rajoutez un petit peu de culpabilisation en disant c'est pour le bien collectif, tu rendras service à tout le monde, tu permets de faire des économies, ça permettra de mieux soigner les autres. Vous balancez tout ça à quelqu'un qui est fragile et qui attend de la société du soutien et qu'au contraire lui dit le meilleur soutien c'est que tu disparaisses. Oui, vous allez avoir des gens effectivement qui vont y passer pour le bien commun. Moi, je fais pas de la médecine pour le bien commun, je fais de la médecine pour mon patient qui est en face de moi. Je persiste à penser qu'une société qui ne prend pas soin de ses plus fragiles est une société en voie de barbarisation. Complètement. Qu'est-ce que tu penses? On l'a toujours pensé. Donc, c'est pas pour faire de campagne politique, hein, mais moi, je fais partie d'un mouvement politique qui s'appelle le mouvement politique citoyen. Et donc, on a réfléchi effectivement en termes de santé. Et une des mesures qu'on prendrait, ça serait effectivement au niveau des études de médecine, de remettre dedans de l'histoire de la médecine et des cours d'éthique. Il faut absolument comprendre que tout ce qu'on vit n'est pas quelque chose de nouveau et qu'on est en train de réinventer le monde. Tout ça a été vécu dans le passé. Se débarrasser des inutiles, c'est l'Allemagne. Hein, on sait ce que ça a donné. Les épidémies, elles ont été traitées depuis la peste. Il y en a eu plein des épidémies. Donc, il y a plein d'enseignements dans le passé. Et on doit s'en servir. Et aujourd'hui, on a l'impression qu'on est tout ce qui est vieux et périmé et qu'on est en train de réinventer le monde à chaque fois. C'est du gâchis. C'est du gâchis. Il faut absolument revenir à la réflexion, revenir à ce qui a été fait avant et se rendre compte que certaines dérives il faut même pas mettre le doigt dedans parce que quand on met le doigt dedans, c'est un engrenage. Est-ce que tu es en contact avec des jeunes médecins ou des jeunes étudiants en médecine et est-ce que tu vois une différence par rapport à ce que nous avions vécu quand nous étions sur les bancs de la fac, dans la mentalité et la façon d'apprendre et d'exercer le métier? Moi, je suis en contact avec les jeunes médecins qui viennent au sein de l'établissement parce que dans le cadre d'un EHPAD, il y a beaucoup de médecins qui interviennent et il y a aussi des stagiaires, effectivement, des internes qui sont en stage et je les trouve omnibilés par les protocoles et les procédures et je trouve qu'ils passent pas assez de temps avec les gens à les écouter. Donc, on a fait une médecine très protocolaire, très protocolisée et je suis pas sûr que le patient y trouve son compte. C'est assez inquiétant, non? Oui. Complètement. L'autre jour, les cas sont multiples, mais c'est inquiétant parce qu'on ne discute plus avec les gens. Et encore une fois, les gens connaissent mieux leur santé que nous. Donc, si vous ne discutez pas des gens, de leur ressenti, de comment ils fonctionnent, de comment ils vont bien, mais je ne vois pas comment on peut les soigner. Ce n'est pas possible. Ce ne sont pas des numéros, ce sont des gens. Alors, j'ai une question aussi. Comment est-ce qu'on peut bien choisir son EHPAD? Il doit bien y avoir des critères sur lesquels se baser pour dire je préfère aller là, je n'ai pas envie d'aller ici. Alors, je dirais que pour bien choisir un établissement, un EHPAD, donc, premièrement, il faut y aller. Si vous faites confiance qu'à Internet, etc., vous allez avoir de mauvaises surprises. Donc, premièrement, il faut y aller. Et quand on y va, on se rend compte tout de suite, effectivement, si vous avez une rangée de personnes dans leur fauteuil complètement avachis à l'entrée qui vous feront une aide d'honneur, c'est que c'est pas un bon établissement. Un bon établissement, c'est un établissement où il y a de la vie. C'est-à-dire que effectivement, les gens sont vivants. Donc, il y a des cris, il y a des pleurs, il y a des rires, il y a des engueulades, et c'est un lieu de vie. Ce n'est pas un lieu où on shoot tout le monde pour être tranquille. Donc, il faut y aller, il faut rencontrer les gens, et on ressent tout de suite si dans un établissement, il y a de la vie ou pas de la vie. Et donc, on n'est plus à l'époque des mouroirs. Ensuite, il y a quand même quelques outils qui ne sont pas inintéressants. La HAS a quand même bien progressé et maintenant, ils font des évaluations au niveau des établissements et on peut trouver les notes sur le site de la HAS, je pense. Enfin, c'est à chercher, mais on trouve. Et la note est quand même pas mal faite. Donc, c'est des équipes qui viennent sur l'établissement pendant 3 jours, qui évaluent tous les critères. Et la note n'est pas inintéressante. Et je dirais que dans les critères qu'il ne faut pas prendre, c'est le statut. Que vous soyez privé, que vous soyez associatif ou que vous soyez effectivement public, ça change rien. Ça change rien. Les budgets alloués pour prendre en charge les résidents sont les mêmes. La différence, elle se fait sur l'hébergement, sur la qualité de la chambre, etc. Et la qualité des soins est la même quel que soit le statut. Donc, c'est pas le statut qui compte, c'est les gens qui y sont. Et puis, puisque vous me demandez des critères, je pense que quand on va dans un établissement, il faut que les équipes soient au complet.
On n'imagine pas, moi j'imagine pas prendre l'avion et puis que l'hôtesse de l'air me dit bon il n'y a pas de pilote, mais c'est moi qui vais le faire pendant le vol. Ça n'irait pas. Donc quand vous allez dans un établissement qui n'a pas de médecin coordinateur, qui n'a pas d'infirmière coordinatrice, a priori c'est qu'on va avoir un souci, comme si effectivement il n'y avait pas de pilote dans l'avion, quoi. Très bien, ce sont des bons critères. Donc, je retiens surtout qu'un EHPAD, même en fin de vie, ça reste un lieu de vie. Oh oui. Et donc, un lieu de vie, sa vie. Donc, quand un établissement, vous rentrez et que c'est le silence complet, il y a un souci. Il faut qu'il y ait de la vie. Donc, les résidents s'engueulent, hein, c'est des êtres humains. Parfois, ils pleurent, parfois, ils rigolent. Il faut qu'il y ait de la vie. Tu as parlé tout à l'heure de ton mouvement politique. Est-ce que tu peux nous en dire plus et puis nous dire où est-ce que les gens peuvent se renseigner davantage? Alors, c'est le mouvement politique citoyen dont le président est Philippe Murer, qui est un économiste. Et oui. Donc, c'est un mouvement souverainiste. Alors, j'aime bien dire effectivement que là, on est en train de parler de la santé. Et donc, moi, je dis qu'on est souverain sur sa santé, sur son corps, hein, c'est-à-dire qu'on prend nos propres décisions par rapport à nous-mêmes. Et ben moi, je suis la logique de cette souveraineté jusqu'à mon État, donc l'État qui est ma nation et qui doit être souveraine dans ses décisions. Il est évident que quand on est souverain, ben, le Mercosur, ça passe pas. Quand on est souverain, effectivement, on négocie, on discute en tant que personne, pas en tant que soumis à une autre autorité qui a d'autres intérêts. Si on prend les problèmes avec Trump actuellement, il est évident que la France n'existe plus. On confie notre destinée à Ursula von der Leyen, qui, je vous rappelle, est allemande et qui, elle, a des objectifs qui ne sont pas les nôtres. Donc, c'est un mouvement souverainiste qui veut effectivement que la France retrouve sa souveraineté au niveau de sa monnaie, bien sûr, parce que si on n'est pas maître de sa monnaie, on n'est pas maître de son pays. Au niveau de ses lois, où effectivement les lois européennes ne seront plus au-dessus des lois françaises, ça sera exactement l'inverse, c'est la France qui décide et pas l'Europe. Au niveau de ses frontières, parce qu'il est évident qu'un pays, c'est des frontières. Vous allez dans le monde entier, il y a des frontières. C'est tout à fait banal. On met des frontières, effectivement, pour protéger sa population de l'extérieur. Il n'y a rien qui soit choquant là-dedans. Et donc, on retrouve effectivement aussi une autonomie dans notre économie, ce qui veut dire qu'effectivement, on considère que notre État est capable de prendre des grandes lignes pour le pays, de prendre des grandes décisions, comme De Gaulle l'avait fait avec le nucléaire, avec le Concorde, avec les investissements, et que c'est un État qui est capable de donner des décisions, mais qui ne rentre pas dans l'intimité des gens. Ce que je vous propose de faire, c'est qu'on va repasser une petite vidéo de quelqu'un que tu connais sans doute aussi bien que moi, qui est le docteur Geneviève Bourgois, qui a récemment parlé au micro de Boulevard Voltaire de la loi sur la fin de vie. J'y reviens parce que je pense que c'est important. Hein, elle a eu des mots assez justes en disant que quand on fait du soin palliatif et qu'on soulage les gens, c'est là qu'on aide les patients à mourir et non pas en les tuant. C'est extrêmement violent pour les soignants qu'on puisse galvauder ces mots pour parler d'euthanasie. Donc elle est tout à fait raccro également avec la conférence des évêques de France et avec ce que tu viens de nous annoncer. Si on peut nous passer la vidéo correspondante. Médecin, je suis effectivement très inquiète parce que cette proposition de loi veut inscrire l'euthanasie comme un soin et en aucun cas, donner la mort ne peut être un soin. Tous les soignants sont inquiets de cela. Il n'y a qu'à voir le sondage de la SFAP de 2022, fin 2022, j'ai dit 2023 tout à l'heure, qui effectivement nous inquiète, autant parce que ce n'est absolument pas notre métier de donner la mort, que sur l'objection de conscience où on cherche à garder cette objection de conscience pour pouvoir soigner les gens selon nos convictions propres. Les personnes qui souffrent énormément et qui ne voient que qui voient pour finir ces souffrances, qui ne voient que le terme de leur vie, qu'est-ce que vous leur dites? Parce que c'est... On essaye de les rassurer en leur disant qu'on sera là pour eux, pour les soulager et pas pour les tuer. À partir du moment où ils peuvent croire qu'on va pouvoir leur apporter un soulagement ou la mort, comment veulent-ils nous faire confiance, en fait? Alors que jusque-là, on leur dit on sera toujours là pour vous soulager, pour continuer à chercher des solutions, pour toujours les soulager, toujours les apaiser. C'est eux qui demandent. Écoutez, moi, j'ai déjà vu des demandes d'euthanasie lorsque les gens n'étaient pas bien soulagés. Et quand ils arrivent chez nous, en fait, on leur propose déjà de les soulager, voire peut-être de leur faire un moment de sédation
le temps d'équilibrer le traitement et ensuite de lever cette sédation et de reprendre les choses avec eux. On reprend symptôme par symptôme et une fois qu'on a bien fait notre boulot d'apaiser chaque symptôme, alors toutes les demandes disparaissent en réalité. Totalement d'accord, c'est exactement ça. Je rappelle que nous avions fait une émission avec Valérie Ferrier et Éric Mercier, qui est infirmier ex-suspendu, sur l'euthanasie et les coulisses de l'euthanasie. On vous remettra le lien sous cette vidéo parce que je pense qu'il est important de la relire, notamment de la réécouter, notamment concernant tout ce qui est trafic et trafic d'organes, trafic des corps derrière tout ça. Et on reparlera également de l'euthanasie et de cette loi de fin de vie avec le docteur Amin Umlil et le même Éric Mercier le lundi 9 février prochain. Donc, je vous invite déjà à retenir cette date. Merci à toi, Franck. Je voudrais te demander une dernière chose avant de clore cette émission. Qu'est-ce que tu rêves pour la médecine de demain? 2-3 choses clés, importantes qu'il faudrait remettre en cause. Et peut-être aussi, tant que j'y pense, quelles sont tes impressions concernant le Conseil de l'Ordre des médecins en règle générale, sans te griller, hein, je te rassure, et notamment ces ordres, ces lettres de mission qui sont de protéger l'indépendance de la profession médicale. Est-ce qu'on a vraiment le sentiment que c'est ce qui s'est passé? Bon, alors on va commencer par le rêve de la médecine de demain et comment le Conseil de l'Ordre pourrait participer à cette médecine de demain qui est en fait la médecine d'hier. Moi, je rêve de retrouver une médecine que j'ai connue où effectivement le médecin avait un colloque singulier avec son patient et de ce colloque singulier, on aboutissait aux meilleurs soins pour la personne. Il n'y avait pas d'État qui intervenait là-dedans, il n'y avait pas de sécurité sociale qui intervenait là-dedans et le médecin ne voyait que son patient, il ne voyait pas autre chose. Je pense que les médecins se sont fait avoir comme les agriculteurs, c'est-à-dire que par petite prime, en petite prime, en petite prime, ils se sont liés les mains à un pouvoir qui veut effectivement leur diriger, décider pour eux. Et ça, c'est une erreur. C'est-à-dire que quand un médecin voyait son patient, il pensait qu'à lui, il n'y avait pas quelqu'un au-dessus qui regardait par-dessus son épaule. Et bien maintenant, quand vous faites une prescription, si par exemple vous faites tel dépistage, vous aurez plus de sous. Si vous faites tel vaccin, vous aurez plus de sous. Si vous faites moins de cette molécule, vous aurez plus de sous. Donc on est arrivé dans un système où effectivement le médecin, quand il tient son stylo décide de ses revenus. C'est absolument un truc qu'il faut absolument arrêter tout de suite. La sécurité sociale, c'est un merveilleux outil, mais c'est une assurance maladie. Donc elle doit effectivement assurer que les gens aient accès aux soins et les rembourser. Mais elle ne doit pas faire les soins à la place du médecin. Donc mon rêve, c'est qu'on retrouve un colloque singulier entre le médecin et son patient, détaché de toute contrainte et dans l'intérêt pur du patient. Le Conseil de l'Ordre a logiquement sa place là-dedans. Logiquement, le Conseil de l'Ordre, il doit permettre effectivement ce colloque singulier et il doit interdire que des gens extérieurs, que ce soit l'État ou des assurances privées ou quoi d'autre, je ne sais pas. Donc, le Conseil de l'Ordre a parfaitement sa place pour permettre effectivement que ce colloque singulier existe et soit respecté. Et là aussi, on se rend compte qu'au fil du temps, le Conseil de l'Ordre accepte de plus en plus d'influences extérieures. Pendant la période Covid, qui est vraiment l'exemple type, on a vu donc le président de l'Ordre des médecins, donc en l'occurrence c'était le docteur Bouet à l'époque, inciter à la vaccination obligatoire et aux contraintes. Mais de quel droit? Qui est-il? Quels sont En plus, je le connais parce que quand j'ai commencé, je l'ai remplacé, donc je connais ce médecin. Mais quelles sont ses compétences? Et de quel droit a-t-il incité des jeunes à se faire vacciner, puisqu'il voulait que les jeunes professionnels de santé se fassent vacciner avec Astra? Aujourd'hui, quelle est sa responsabilité? Donc, l'ordre n'est pas là pour nous dire comment faire la médecine. L'ordre est là pour nous permettre de faire de la médecine. Donc, si l'ordre retrouve sa place, on gardera l'ordre. Si l'ordre ne revient pas à sa place, c'est un organisme qui disparaîtra, parce qu'aujourd'hui, il vaut mieux être jugé par des juges indépendants que par les juges du Conseil de l'Ordre qui ont pas des conflits d'intérêts, mais qui sont soumis à certaines influences, et notamment l'influence du pouvoir.
Merci beaucoup, merci à toi. Je vous invite aussi, les amis, si vous voulez en savoir plus sur le projet de loi qui passe demain au Sénat, à écouter l'entretien que Grégoire Pupinck sur l'euthanasie a adressé sur YouTube au frère Paul Adrien, et qui explique très clairement les dangers et ce vers quoi on risque de nous mener avec cette loi, hein, où c'est... on retire, pour être très clair, on va retirer la peine de mort pour des criminels en puissance et on la légalise pour les personnes les plus fragiles. C'est l'interprétation de ma chère amie Anne-Lise Bocquet, mais je pense qu'elle a entièrement raison. Il n'y a pas de logique. Il n'y a aucune logique là-dedans. Voilà. Et une dernière chose, est-ce que tu crains pas que l'intelligence artificielle un jour remplacera ce colloque singulier qu'on avait entre le médecin et le soignant? Autrement dit, que le métier et la vocation de médecin ne tendent à disparaître au profit de la machine? Alors moi, la réponse est non, et je vous explique pourquoi. C'est que, encore une fois, dans une consultation médicale, il y a 50%, c'est le médecin qui a des connaissances et où l'intelligence artificielle peut peut-être l'aider à classer ces connaissances, j'en doute pas une seconde, mais il y a 50% qui est un inconnu. Et l'inconnu en face de moi, si c'est pas une machine qui pourra effectivement interpréter ses regards, ses soupirs, son acceptation ou pas à un soin. Donc, l'intelligence artificielle du côté des 50% que sont le médecin, oui, pourquoi pas, ça peut, j'ai rien contre. Hein. Après tout, quand on apprend la médecine, on apprend beaucoup de tiroirs et on a beaucoup de connaissances, donc pourquoi pas nous aider à classer tout ça. Mais il y aura toujours ce 50% d'inconnus. Et donc, tant qu'on considérera qu'effectivement, il n'y a pas besoin d'empathie et qu'effectivement, une machine peut nous remplacer, on se trompera parce que c'est vraiment un monde où vous avez, je le répète, un inconnu en face de vous et cet inconnu, vous devez travailler avec lui. Donc, pour toi, il n'y a pas de remplacement, Dieu t'entende, mais l'intelligence artificielle resterait un outil au service de la santé. Complètement, puisque après tout, on a une masse de données qui évolue sans arrêt. On considère que quand on sort de la faculté, 10 ans après, on a 50% de nos connaissances qui sont obsolètes. Donc l'intelligence artificielle pour maintenir nos connaissances, oui, et donc ça fera peut-être même des meilleurs médecins, mais ça ne répond pas aux besoins de l'inconnu qui est en face de nous. Et cet inconnu, il faut effectivement un être humain qui soit capable de le comprendre et de saisir tous les petits signes qu'il va nous donner. Je vous rappelle que moi, quand j'étais médecin de ville, la personne, comme je connaissais mes patients, il rentrait dans la pièce. Le simple fait de voir sa démarche, de voir ses grimaces, de voir sa couleur de peau, son faciès, 50% du diagnostic était fait. Donc, si vous me dites qu'une machine est capable de faire ça, tentez votre chance. Moi, j'y crois pas. Très bien. Écoute, Dieu t'entende. Un dernier mot peut-être à nos auditeurs avant de rendre cette antenne. Il faut absolument restaurer la confiance. La médecine est un beau métier. Je pense que c'est un beau métier pour ceux qui le pratiquent et je pense que tous ceux qui nous écoutent et qui potentiellement peuvent être malades ont besoin de médecins et qu'on a gravement altéré cette confiance. C'est catastrophique parce qu'en termes de santé publique, ça a des conséquences sur les retards diagnostiques, sur l'observance des médicaments, sur plein de choses, et y compris la vaccination, puisque plus personne ne se fait vacciner, ce qui est peut-être pas forcément une bonne chose d'ailleurs. Et donc, avoir rompu la confiance pour des objectifs qui n'étaient pas la santé, c'est dramatique. Et donc, je pense qu'il faut restaurer la confiance et il faut que les gens aient un discours honnête et qu'effectivement, on soit capable de dire, et j'aurais dû commencer par ça, quand on fait un entretien, je n'ai aucun conflit d'intérêt. Quand je vois un patient, je ne vois que mon patient. Et je pense qu'il faudra peut-être aussi reprendre cette habitude, et je ne l'ai pas faite aujourd'hui, de commencer par « je n'ai aucun conflit d'intérêt ». Je mettrai juste un petit bémol où je suis un peu moins d'accord avec toi, c'est sur les vaccinations. Je pense que l'idéal, à mon avis, concernant la vaccination et toutes les constatations qui se font à travers le monde serait peut-être d'organiser un moratoire quelques années, une dizaine d'années, de tous les vaccins et de voir ce qui se passe. Notre mouvement politique, on l'a écrit, c'est qu'on met fin à toutes les obligations vaccinales. Il n'y a plus d'obligation vaccinale. On est à un moment de rupture où si on veut redonner de la confiance et y revoir plus clair, il faut remettre à zéro. Donc, aucune obligation vaccinale. Les vaccins doivent être traités comme d'autres médicaments, c'est-à-dire qu'on fait des études contre placebo et on laisse le libre choix aux gens.
Si demain je vais dans un pays où il y a de la typhoïde, pourquoi pas faire le vaccin de la typhoïde? Mais ça sera du choix individuel, personnel, personnalisé, et avec des études qui sont faites effectivement comme elles doivent être faites pour tous les autres médicaments, pas sur le dogme. Parfait. Merci beaucoup, chers amis. N'hésitez pas à relayer cette émission si elle vous a plu. Et puis, nous redonnerons sans doute rendez-vous, Franck, pour des entretiens ultérieurs. Bien volontiers. Au revoir, portez-vous bien, prenez soin de vous et surtout, par rapport à tout ce qu'on vous oblige à faire, si ça va contre votre conscience, c'est non et c'est non négociable. Il n'y a que comme ça que vous en sortirez. Sinon, ils iront toujours plus loin. À bientôt. Au revoir.